Laetitia Vigo-Abran, bonjour et bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour Jessica, merci de l'invitation. Je suis très heureuse de participer à ton podcast. Et moi, tout excitée parce que, alors je t'ai découverte il y a peut-être un an et demi maintenant, dans l'émission des M6, Famille Mortelle, qui était un petit peu un docu-série, docu-réalité, qui suivait sur plusieurs épisodes plusieurs familles qui travaillaient dans le monde du funéraire. Et tu formais avec ta sœur Élodie une paire assez étonnante, insolite et attachante qui m'avait marquée. Et du coup, quand j'ai commencé ce podcast, et ben ça m'a fait penser à toi. Et puis donc je t'ai contactée. Et est-ce que tu pourrais raconter un petit peu l'histoire qui t'a amené où tu en es aujourd'hui? Parce que tu n'as pas commencé ta carrière dans le funéraire. Non, absolument pas. Donc oui, effectivement, l'année dernière, on a été euh, filmé dans Famille Mortelle. Et donc, j'en suis arrivée là. En fait, en 2019, j'ai perdu mon père. Et professionnellement, donc, je suis assistante sociale et directrice d'établissement sanitaire et social. Donc, je devais normalement prendre la direction d'un EHPAD, en l'occurrence. Et puis, on va dire que tout a basculé suite à son décès, à sa mort, en mars 2019, où j'ai voulu redonner du sens à ma vie professionnelle surtout. Et puis parce que lorsque je suis retournée en emploi, ça a été un choc, je pense, je ne sais pas. Là, a posteriori, quand je réfléchis, je me dis que j'avais une bonne constitution et que ce qu'on a pu me renvoyer ouais, était assez virulent et que sur le chemin du retour, j'avais 1 heure de retour de mon lieu de travail à mon lieu de résidence. J'aurais pu certainement me mettre sur un arbre ou avoir un accident puisque mon directeur a été assez virulent et a assez banalisé la perte de mon père et en me disant que je devais reprendre mes fonctions et que c'est tout ce que je devais faire en fait. Donc voilà, en me disant qu'on perdre un parent, c'est rien et que ça arrive tous les jours. Et que maintenant, on attendait de moi que je reprenne mes fonctions et que ça ne délite pas mes relations avec mes collègues. Donc autant te dire que le retour sur le chemin à 16h, ouais, je finissais à 17h, était assez compliqué. J'étais en larmes et je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc voilà, médecin le lendemain, médecin qui m'a dit c'est arrêt, c'est stop, vous n'y Oui. retournez pas. Et du coup, tout a cheminé de là avec la violence de ce que j'avais vécu au travail et avec la violence et le choc de la perte de mon père. Donc tout a fait sens et chemin. Et puis, partie de là, j'avais fait un constat, c'était que je ne travaillerais plus pour personne, aucune institution et que si je devais continuer à travailler, ça serait pour moi et rien que Mhm. pour moi. Mhm. Et si ça fonctionnait pas ou quoi que ce soit, j'en étais la seule responsable, on va dire. Donc j'ai commencé à cheminer là-dessus. Au départ, j'ai voulu aller vers ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire j'avais développé un service d'aide à la personne, donc je me suis dit que vu donc le partenariat que j'avais pu développer sur mon territoire et mes connaissances, je m'étais dirigée tout naturellement vers l'ouverture d'un service d'aide à la personne. Je m'étais dit, c'est une cohérence. Et puis non, puisque lors d'un repas de famille, et en l'occurrence une galette des rois, on discutait avec ma sœur et on se racontait encore un petit peu donc une amie à elle qui avait perdu un collègue et où ça s'était pas forcément bien passé aux obsèques. Et puis elle me dit, mais tiens, qu'elle me dit, mais pourquoi on n'ouvrirait pas nous aussi une pompe funèbre? Je lui dis, oh bah oui. Je suis avec une démarche d'accompagnement, avec une démarche de co-construction de la cérémonie, avec une démarche vraiment éthique. Alors moi, étant déjà dans la démarche de lancement d'entreprise, j'avais Mhm. déjà effectivement auparavant eu une entreprise, donc avec mon mari et mon père, et en l'occurrence mon père m'avait beaucoup formé, m'avait beaucoup appris sur l'entrepreneuriat. Du coup, je me suis dit bah oui, allez, on va voir. Et puis donc avec ma sœur, c'est comme ça qu'on s'est lancé au départ sur la création de pompes funèbres avec cette idée
C'est vraiment de respect des familles, autant dans l'accompagnement que dans le coût, que au niveau économique aussi, que ça pouvait représenter, parce que c'est quand même un coût assez important. Et puis, ben, on est arrivé aussi sur la phase Covid, puisque Mhm. c'était le Mhm. premier confinement, me semble-t-il, en 2020, c'est ça? Oui, 2001. Mhm. Premier confinement. Donc, du coup, on a dû faire tous nos... Donc, il faut être formé hein, pour ouvrir une pompe funèbre. Il faut être formé, il faut suivre une formation de conseiller funéraire, de maître de cérémonie, de directeur d'agence funéraire. Donc, on a tout suivi cette formation, du coup, en distanciel. On a passé les examens en juin. Donc, on a effectivement réussi nos examens et on a démarré notre pompe funèbre en septembre 2020 sur notre territoire, en Moselle. Et patatras, reconfinement. Mhm. Donc, je trouve que c'est pas évident, puisque ouvrir une pompe funèbre avec une image de... Enfin, les gens nous disent, ah, bah, vous avez trouvé le bon filon. Pas forcément non. Et puis, c'était pas Ah, du tout pour ça. on vous a presque accusé, à défaut d'un autre mot, mais de surfer sur la vague Oui, d'augmentation des décès. tout à fait. On nous a accusé de ça. On nous a dit, Oh, bah, pompe funèbre, pompe Afrique. ah, Alors nous, on expliquait, moi, on avait créé un cycle de 5 conférences, puisqu'on voulait mettre en place des conférences, avec un cycle de 5 conférences pour expliquer, pour voilà, avoir une démarche autre aussi, hein, sur le deuil, sur le rendre hommage, sur mhm, pourquoi j'anticipe mes obsèques, mais pas du tout pour signer un contrat d'obsèques, mais plutôt pour à la fois pour soi et à la fois pour son entourage. On avait un cycle de conférences sur le deuil comment le deuil peut perturber son corps et comment on en prend soin. Et du coup, tout s'est écroulé. Et donc, on a dû faire face à un énième confinement, un deuxième confinement, et on a dû développer une entreprise dans ces conditions-là, et une entreprise de pompes funèbres, étant 2 femmes en plus, dans un modèle plutôt masculin, dans masculin. un Mhm, masculin, avec plutôt, on va dire, c'est un petit peu quand même assez opaque. Et nous, on arrive comme ça avec nos grandes idées et notre envie de parler au grand public, d'être très clair avec le grand public en expliquant réellement ce que c'est, quelles sont les obligations, quel est le droit funéraire, qu'est-ce qu'on est obligé de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de faire. Donc, on mhm, arrive avec tout ça, avec nos gros souliers, et du coup, on se retrouve avec des gens autour de nous qui sont là depuis des années et qui nous voient arriver et qui, du coup, forcément, ne nous voient pas d'un bon œil et nous ont mis beaucoup quand même de bâtons dans les roues, c'est clair. Et puis sans le savoir, comme je dis toujours avec ma sœur, je dis, bah, tu sais, sans le savoir, on a créé effectivement une pompe funèbre et je pense qu'on est sur la même démarche des coopératives funéraires. On a exactement cette même démarche, sauf que C'est-à-dire, effectivement, tu peux expliquer parce que je suis pas familière avec alors les pompe funèbre, coopératives coopérative funèbre. funéraires, une coopérative funéraire, c'est un ensemble de citoyens qui donc adhèrent à la mise en place, on va dire, c'est avec une démarche éthique, écologique et où il n'y a pas de bénéfice. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des salariés et effectivement, on essaye de respecter donc le souhait de la personne, on informe sur le droit Oui. funéraire, on essaye de trouver des fournisseurs locaux. Enfin voilà, c'est toute cette démarche-là de coopérative funéraire. Je crois qu'il y en a 10 ou 11 en France. Il y en a une sur Nancy qui vient de se mettre en place. Il y en a une sur Strasbourg là qui est en train de se mettre en place. Mais en fait, quand je regarde, je me dis, on a cette même démarche sans le savoir, on avait déjà cette même démarche. Mais effectivement, nous, on avait des parcours personnels qui faisaient qu'on n'avait pas les forces vives et on n'avait pas forcément le temps de mettre en place ce modèle économique et qu'à un moment, il fallait que nous, on puisse à un moment en vivre. Et voilà, c'est assez compliqué et qu'on avait des vies personnelles. Et donc, on a effectivement créé une société. Mais ça n'empêche Mhm. qu'au sein de cette société, on a ce même modèle. Euh, Accompagner les familles. Donc du coup, on a continué comme ça pendant quelques temps. Donc il y avait plus de confinement. On a été très soutenu par les élus locaux et par la mairie, donc c'était vraiment très important pour nous. On a eu vraiment un vrai soutien local. Et est arrivé un appel un mardi soir, je crois, un appel en me disant c'était vraiment
On me dit bonjour, c'est Lola M6. Je suis oui, bonjour, c'est Laetitia Jardy. Je lui dis, donc j'étais très surprise. Elle me dit non, non, c'est pas une blague. Je dis ah bon, Ouais. je lui dis ok, qu'est-ce que vous voulez? Donc elle me dit ben on vous a découvert à travers Instagram, à travers les réseaux. On veut faire une émission sur les, les familles qui ont créé enfin qui ont des pompes funèbres et on a trouvé que votre histoire était, était une belle histoire, enfin, et on voudrait voir avec vous si. Moi, je dis non, mais c'est une plaisanterie. J'ai dit, attendez, on vient d'ouvrir. Qu'est-ce que vous voulez venir nous filmer? On n'a pas d'antériorité, on n'a rien. Je vois pas ce qu'on va pouvoir vous apporter, en fait, si ce n'est effectivement la genèse de notre histoire. Puisque ma sœur et moi, la genèse, elle était là aussi. C'est-à-dire que si notre père n'était pas mort, on n'en serait pas là, ni elle ni moi. Mais oui. Mhm. Donc, de fil en aiguille, ça s'est passé comme ça. On a eu plein d'appels, plein de choses. Et puis, on a décidé effectivement de tourner cette émission qui s'appelle Famille Mortelle, donc où il y a eu 4 familles. Donc, 2 familles qui étaient plutôt sur le démarrage de l'activité et 2 familles qui avaient plutôt déjà une certaine antériorité dans le. Donc c'est une épreuve, c'est compliqué, c'est difficile de pouvoir transmettre. On a eu à la fois des retours positifs, des retours négatifs. Alors les retours négatifs, on en a eu beaucoup sur notre territoire. Ah bon? J'ai même reçu une lettre de menace. Voilà, donc Ok. ouais, j'ai reçu une lettre de menace. Donc oui, ça a été quand même. Donc moi, ça n'a pas remis en cause pourquoi on était là et comment on accompagnait les familles, et que effectivement, dans tout travail, quand on a des situations qui des fois sont un peu complexes, on n'a pas non plus tous les codes au départ, et donc effectivement, des fois ça peut être un peu plus compliqué. On n'a pas, voilà, notamment quand il y avait une famille qui était venue où il fallait faire un rapatriement dans Je me un pays, rappelle de ça. C'était votre voilà. premier, donc vous ne Non, c'est connaissiez pas pas. le premier, mais le jour-là, on en a eu 3. On a eu 3 familles en une fois. Ouais. Donc voilà. Alors du coup, bah, bien évidemment, il faut aller chercher au mieux pour la personne. Et Mm. donc du coup, bah voilà, ça pourrait paraître novice, mais en fait non. Nous, on a accompagné la famille, on a cherché les informations, on a essayé de leur donner les possibilités, c'était à eux de choisir. Mm. Donc on a eu un peu ces retours-là. Et puis moi, qui suis ambassadrice appienne avec les apéros de la mort, donc les apéros de la mort ont été filmés. Donc là, c'est pareil, sur cette fameuse lettre, on me disait qu'il fallait que j'aille me faire voir avec ces apéros, que je comprenais rien, enfin bref. Oui, oui, donc ça a été quand même assez. Ouais, mais c'est pas grave, c'est formateur, et puis c'est que quelque part, bah, on est, je pense, vers le modèle qui va se développer de plus en plus, et que tout le monde est en recherche de cet accompagnement, je pense. Mais tout Moi, le monde a besoin. Moi, je suis bien Ouais. désolée d'entendre d'entendre ça parce que au contraire, quand tu racontais l'histoire, que tu en arrivais au moment du coup de fil de la production pour l'émission, je me suis dit ah voilà, tu parlais de bâton dans les roues, donc là ça te donne en fait le petit coup de pouce peut-être de l'univers pour te lancer et puis d'apprendre qu'il y a eu des retombées Mm. derrière sur un travail que vous faites qui est moi quand je te dis tu m'as marqué, c'est parce que justement c'était un côté profondément humain. Mm. Donc je trouve Mais ça après, je ne vraiment m'arrête. regrettable. Mmh. Oui, mais non, pas du tout, pas regrettable, parce que le soir-là, j'ai eu plein d'appels de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, ouais, c'est super, Ouais. c'est bien ce que vous faites, c'est génial, Mmh. Laetitia, ils m'ont appelé à 23h, enfin, j'ai eu plein Ah oui. d'appels, j'ai eu plein de choses comme ça. Oui, des gens m'ont Ils appelé. filtrent même pas là du coup, dans leur Je sais pas. enthousiasme. Ouais, puis OK. comme étant de permanence avec la pompe funèbre, donc on répond, hein, on Ah ne sait ouais. pas. Mmh. Donc voilà, donc j'ai eu plein de retours positifs, mais après moi je dirais que c'est propre à chacun. Pour la petite histoire, de toute manière, à la fin, j'ai su qui m'avait envoyé cette lettre. C'était donc une pompe funèbre concurrente de mon territoire. Donc voilà. Donc c'est Ouais. pour ça que je dis que effectivement c'est très concurrentiel, et c'est très fermé, et c'est très difficile de pouvoir entre guillemets développer. Mmh. Et je trouve que ben on a eu du courage, et on a du courage, et ma sœur a du courage, puisque maintenant, effectivement, ma sœur a gardé la partie funéraire, et donc moi, comme je l'ai expliqué, je me suis beaucoup plus concentrée sur l'accompagnement, puisque je me suis rendu compte que les gens avaient besoin d'accompagnement, que les gens étaient souvent seuls après. Ouais. Il y avait vraiment un isolement social, un réel isolement, qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui existent, mais pour aller franchir
cap d'une association, pour aller sur un groupe de parole, pour aller voir un psychologue, un psychiatre. Ça demande beaucoup d'énergie aussi. Il y a beaucoup de fausses croyances également sur ce qu'on peut faire. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, en fait, ton métier, c'est ça. Ton métier de base, c'est ça. Tu es formé à la relation d'aide. Tu as exercé dans diverses structures. Tu connais. Maintenant, tu vas aller te reformer au deuil spécifiquement. Et puis, tu vas aller accompagner et développer ce que tu as finalement, voilà, développé, tout en restant en lien avec ma sœur et en travaillant ensemble. Parce que quand il y a des familles qui viennent me voir et parce qu'il y a que une maman vient me voir et qu'elle a perdu sa fille adolescente et qu'elle veut un monument peut-être autre que ce qui peut être proposé, je lui dis attention, je lui dis ah bah, je lui dis on peut vous proposer voilà, et donc on travaille en lien parce qu'on est aussi à proposer peut-être des nouveautés, des choses qui ne se font pas comme des tombes végétalisées avec des arbres de vie, avec des fournisseurs qui font un travail extraordinaire, avec des céramistes qui font des urnes sur mesure où on n'en aura qu'une et on n'aura pas une autre parce qu'ils travaillent avec la famille sur qui était la personne, comment elle était. Donc j'avais travaillé là-dessus sur un projet avec une famille qui avait perdu la maman. Et du coup, la maman aimait beaucoup les nénuphars. Donc il y a eu un gros... c'est Nocturne d'ailleurs qui a créé ça, donc qui est un céramiste. Et du coup, c'est voilà. Donc il y a toujours du lien. Maintenant, moi, effectivement, je suis à 100%... je suis restée à 50-50 pendant quelques temps, mais c'est un peu difficile. Donc maintenant, je suis vraiment à 100% sur l'accompagnement des personnes. J'accompagne, je forme maintenant. Donc j'aimerais transmettre aussi et que les gens puissent être formés euh, au deuil et comment on accompagne ou comment on peut accompagner, Oui. ce que c'est que le deuil, qu'est-ce qu'on vit. Et aussi, ben, de par mon histoire, je pense, j'ai vraiment une attache à vouloir que le deuil en entreprise soit pris en considération. Et du coup, j'aimerais beaucoup de pouvoir aller en entreprise, mettre en place un guide deuil, mettre en place un process deuil, mettre en place un accompagnement pour un salarié qui a un deuil ou pour un collaborateur qui est décédé sur son lieu de travail. Donc, du coup, ça impacte forcément l'entreprise, l'organisation, mais je souhaiterais plutôt être on va dire, en collaboration avec l'entreprise et à l'adaptation de chaque organisation, puisque chaque organisation est différente. Et donc, ce qui est valable pour une n'est pas forcément valable pour l'autre. Mm. Et puis, on s'appuie aussi sur des chiffres. Hein. Il y a des chiffres qui sont sortis du CREDOC, notamment avec une étude qui avait été menée aussi avec l'association Empreinte. Et juste pour donner quelques chiffres, un salarié en situation de deuil, ça représente à peu près 34 jours d'arrêt par an et par salarié, Oui. et C'est ça. pour un total global de 700 millions d'euros. Donc, c'est pas des chiffres, il y a 88% des personnes qui ne sont senties pas entendues. Il y a un salarié sur trois qui est confronté au cours de sa carrière. Donc, je me semble que c'est important de pouvoir proposer. Alors, je sais que les entreprises n'ont pas forcément envie. C'est compliqué pour eux. Je sais qu'on leur demande beaucoup. Je sais que la RSE, la QVT, ils en ont plus qu'assez. C'est clair, je l'entends et je le comprends. Maintenant, je me dis, vaut mieux peut-être anticiper, prévenir, plutôt que dans quelques années, on leur impose. Donc, je suis plutôt dans cette démarche de, on anticipe, on prévient, et du coup, on travaille un projet cohérent avec l'entreprise, cohérent avec l'organisation, le temps de travail, si on a des postes, si on n'a pas de poste, si on est plutôt sur des horaires de journée. Enfin, voilà, une grande adaptabilité qu'on Oui. essaye de proposer, que je Oui. souhaiterais. Et Oui. puis, troisièmement, normalement, en 2024, va voir le jour d'une conférence théâtralisée. Puisque je me suis dit que, en fait, je faisais peur. Tu fais peur. Je fais peur, ouais, il paraît que je fais peur quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, il faut aussi qu'on aille rencontrer un peu d'autres personnes hein, sur le territoire. Et donc, on aille voir un petit peu ce qui se passe et rencontrer tout le monde. Et puis, à chaque fois que j'expliquais mon entreprise, ce que je pouvais y faire, on me dit, ah, mais moi, je viens pas vous voir, j'ai peur, je veux pas mourir. Je dis non, mais en fait, je pense pas avoir ce pouvoir, hein. Je me dis, je ne suis pas la mort. Oui. Je pense pas, on C'est le étonnant, saurait, mais bon. cette croyance. Ouais, ok. Cette croyance, Mhm. ouais, c'est ça, il y a une vraie croyance. Et puis du coup, ça a cheminé dans ma tête. Et puis je me suis dit, mais finalement, pourquoi tu ferais pas quelque chose
on va dire, sur un modèle un peu plus Fun. fun, ouais, Ouais, rigolo, ouais. plutôt sous une forme théâtralisée, conférence-spectacle, sur le deuil, en parcourant l'histoire d'une jeune femme qui va partir à la découverte et au voyage au cœur de son deuil, avec tout ce qu'elle va traverser. Et du coup, voilà, comme ça m'est venu, et du coup, ça fait plus de 12 mois que je travaille là-dessus. Ah ouais. Donc, normalement, l'année prochaine, ouais, mais je travaille là-dessus. Maintenant, je suis en recherche de partenaires mécénats, de personnes qui pourraient soutenir ce projet. Donc, j'ai quelques pistes. Mais c'est one Et avec, woman show ou c'est une pièce ouais, c'est avec à peu d'autres près, ben enfin, alors, comédiens? j'avouerai que, en fait, j'ai gagné un prix cette année sur mon territoire. Il y avait une journée hackathon qui était organisée avec ICN Business School de Nancy, avec la Fondation Orange, avec le village Crédit Agricole, qui soutient les startups. Et en fait, on devait proposer un projet. Moi, j'y étais pour rencontrer des femmes entrepreneuses au départ. J'y Ouais. étais pour discuter. Je me suis dit avec une amie, je lui dis, viens, on va voir, on va passer une journée hyper sympa. Et puis, en fait, on a dû pitcher un projet. Bon, bah, j'ai dit, allez, je vais présenter le mien. Et finalement, au bout de la journée, en fait, je suis arrivée deuxième lauréate, donc j'ai gagné un prix. Donc, par rapport à ce projet-là, donc je me dis que ça a du sens, que ça a eu Ouais. une écoute, Ouais, c'est et que quelque original. part, il a la raison d'être, il a raison d'être, il a Mm. raison d'être là, et que ben voilà, ça prend du temps, certes, mais à un moment, ben peut-être que ça va pouvoir aider Mm, mm. déjà certaines personnes à comprendre que ce qu'ils vivent, c'est juste normal, qu'ils sont pas hors Mm. normes, qui sont pas seuls à vivre cette situation-là. Et puis peut-être éclairer un peu le monde de l'entrepreneuriat en disant, ah bah ouais, ok, donc mon salarié il va peut-être être comme ça, voilà. Donc plutôt sur un modèle. Alors au départ, on savait pas trop, on disait conférence théâtralisée, on dit spectacle, Ouais. Mm. euh, donc bah parce que derrière on aura quand même un petit échange, donc du coup oui, il y a un échange avec le public. Donc voilà, je mène ce dernier projet Et donc, quand tu dis novembre, c'est-à-dire l'année l'année prochaine en prochaine. novembre, Alors j'aimerais tu bien, vas jouer? alors j'ai dit 2024, en fait, je sais pas si Ouais. j'ai dit novembre, mais puisque novembre, j'ai eu un autre projet qui est en train de se mettre en D'accord. place. Oh, t'es pleine Mais de. 2024, dès que je serai prête, alors j'avais moi une idée en tête, maintenant Ouais. je me rends compte qu'entre les idées qu'on a et la réalité, ben, des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour la réalisation, donc du coup, comme maintenant, je suis en recherche de partenaires, donc il faut aller présenter le projet, il faut aller voir qui, quoi, comment. Surtout que derrière, je vais faire un livre BD ressources. Je me dis que c'est le livre que j'aurais peut-être aimé avoir. Ah ouais, bien. Donc, Mhm. en continuant de poursuivre l'aventure de cette jeune femme et avec des fiches ressources, avec des choses très simples pour accompagner. Donc, du coup, bah, ça se fait pas non plus comme ça. Donc voilà, j'ai des fois des idées un peu. Mes enfants me disent toujours, mais c'est pas possible. Que vas-tu faire encore une fois? Ah ouais, c'est Donc génial parce voilà. que il y a un fil conducteur qui montre, on le voyait dans l'entreprise de pompes funèbres déjà, et puis dans ce que tu racontes maintenant, qu'il y a une partie qui est complètement innovante. Vous êtes très créative et donc vous apportez vraiment de la fraîcheur dans le domaine voilà du deuil. Donc on parle la obsèque et puis de l'accompagnement derrière. Et tu parles Mm. aussi prévention en amont. Donc Oui. Ah, en hmm. amont aussi, oui, parce qu'on s'est retrouvé confronté avec des familles où rien n'avait été discuté, c'était compliqué, Hmm. parce que est-ce que je respecte le souhait de mon parent, voilà, de la personne, et comment je fais, comment je le fais pas. Hmm. Ça peut soulever aussi des difficultés au sein des familles avec, voilà, des échanges un peu houleux, et du coup, pourquoi ne pas en parler? Et comme on dit toujours, en parler, on n'en mourra pas. Et effectivement, euh, une fois que c'est posé, on va pas en parler tous les dimanches et on va pas en parler tous les matins. Par contre, si à un moment on viendrait à mourir et à décéder, et on mourra tous et on décède, voilà, la mort viendra nous trouver, comme je dis toujours. On ne sait pas quand, on ne sait pas à quel moment, le plus tard possible, le moins douloureusement possible, effectivement. Mais nous ne sommes pas maîtres de quand nous allons mourir. Et nous allons bien mourir. Donc on est vraiment impuissant face à tout ça. Donc pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas anticiper? Sans forcément faire un contrat obsèque, sans forcément tout ça, mais plutôt dans cette démarche éthique et dans cette démarche de entre ce que moi je souhaite et finalement en discutant entre ce que ma famille souhaite, parce que moi je me suis rendu compte que
même pour moi personnellement, moi j'avais l'intention de faire une crémation, dispersion des cendres, et en discutant avec mes enfants, moi j'ai une de mes filles qui m'a dit, mais non, moi j'ai besoin d'un lieu. J'ai besoin d'un lieu de repos si vous n'êtes pas là. Donc ben, j'ai dit ok, d'accord. Donc je me suis dit ok, donc on fera un cavurne, puisque maintenant on peut faire des petits cavurnes, hein, c'est pas non plus un petit. Et je lui dis on fera quelque chose de assez fun, hein, puisqu'on va pas faire. Voilà, je lui dis. Et donc j'ai compris. Donc forcément j'ai fait cette. C'est pas une concession puisque finalement c'est eux qui seront là et nous on ne sera plus là, ou moi ou leur père. Et du coup si je n'avais pas discuté, Mhm. ben en fait elle se serait retrouvée avec rien. Mhm. Donc Oui, du ça coup aurait je pu trouve que c'est impacter son important. processus de deuil De à deuil, son elle. cheminement. Mm. Elle Ouais, me dit, moi, j'ai d'accord. besoin, si c'est ton anniversaire ou si j'ai envie, ben, elle me dit, j'ai besoin d'un lieu pour aller, et pour parler, pas parler, peu importe, mais elle a besoin. Ouais, Donc, d'accord. du coup, c'est ça aussi que j'essaye de transmettre et j'essaye de, voilà, Mhm. d'essayer d'accompagner les familles en ce sens, en fait, ou le grand public, Mhm. et que c'est tout autant important pour eux que pour leur famille et de pas avoir de conflit après et de Ouais. pas avoir de culpabilité, de pas rajouter de la culpabilité En aussi. plus de se dire, est-ce que c'est ce qu'il ou elle aurait aimé? Parce que bon, Mm. faut prendre toutes les décisions dans un moment qui est déjà pas évident et en plus, deviner, ce que la personne, qui n'est plus là, aurait aimé. Ouais, parce qu'elle en a C'est jamais ça, parlé. Mmh. c'est Mmh. ça. Donc Mmh. du coup, voilà. Donc à travers tout ça, ben, après l'année prochaine, je vais mettre en place des conférences. Donc voilà, avec des partenaires qui me font confiance. Donc je reste dans cette démarche-là de prévention. Ouais, c'est comme de la Mmh. prévention, hein. On nous apprend à faire de la prévention pour les cancers. Mais pourquoi Ouais, on n'informerait pas aussi ouais, sur ouais. cette thématique qui certes est très tabou, hein, je le reconnais. Mmh. Voilà Et puis c'est peut-être un peu intéressant notre que parcours. je me Enfin, disais, mon c'est parcours intéressant aussi. que tu, te spécialises un petit peu ou que en tout cas tu penses, au deuil dans l'environnement, du travail, l'environnement professionnel. Parce que donc effectivement, ça coûte, beaucoup à la sécu parce qu'on se rend pas compte qu'en fait une personne, je crois que quand on perd son conjoint par exemple, on a le droit à 3 jours de Oui, congé si je me c'est le trompe pas. Bon, fameux, bah, 3 jours, c'est même pas le temps d'organiser des obsèques. Alors, là on parle même pas de la cassure psychique qui va mettre des mois et des années à se réparer. mm, Et que du coup, oui, le manque de concentration, la fatigue, les accidents de travail qui arrivent derrière, l'incapacité d'aller travailler et tout, c'est très compliqué. Mais c'est pas un hasard en fait enfin, mon interprétation était que, tiens, c'est intéressant qu'elle se tourne vers le deuil au travail parce que c'est là qu'il y a eu une cassure pour toi parce que tu t'es pas sentie soutenue et non, pas du qu'aujourd'hui, tout. Et je pense qu'effectivement, ça a rajouté. En fait, il faut savoir aussi que finalement, quand on vit un deuil, en fait, il y a tous les deuils autour après qui viennent mhm, se surajouter, en fait. Ça vient réimpacter. Donc, il y a la perte de la personne, mhm, il y a et il y a plein d'autres pertes annexes qui font qu'effectivement, eh ben, c'est tout ça qui va faire qu'on va cheminer et qu'on va avancer différemment. Donc effectivement, le point de départ, ça a été certainement mon retour en emploi qui s'est effectivement pas bien passé, on va dire. Et où là, j'ai dit, c'est pas possible. Enfin, je me dis, mais là, ça va faire 5 ans. Je me dis, mais donc mon père étant décédé le 20 mars, je suis retournée début avril, je crois, sur mon lieu de travail. Ouais, vers le début avril. On te, on, mhm, on t'envoie cette vague-là, sans rien du tout. Mais je me dis, mais c'est violent en fait. Et je ne suis pas la seule, puisque les personnes que je reçois quand j'accompagne me relatent des mhm, histoires et il y en a plein. Je veux dire, je ne suis pas la seule. Je suis pas unique à vivre mhm, cette situation. J'ai des personnes, la dernière fois, il y a une personne, quand j'ai fait une conférence, là, elle me dit, mais vous savez, elle me dit, vous avez raison. Elle me dit, moi, je vais dans les WC, je vais pleurer hein, quand je suis au travail. ouais, c'est dramatique. Ouais, Elle me ouais, dit, ouais. vous avez raison. Elle me dit, moi, je vais dans les WC, puis après, hop, je retourne sur mon... Donc, je me dis, non, c'est pas possible. Oui, ok, ben, si on a envie de pleurer, ben, on peut peut-être pleurer, mais tant pis, Mhm, si ça dérange l'autre. mhm, Et si on a les larmes qui arrivent, ben, ok, on a des larmes, puis ça fait du bien, ça sort. Et puis après, on reprend ce que l'on est en train de faire. Donc, effectivement, ça me tient à cœur.
c'est vraiment, ouais, on va dire, c'est pas un combat, mais quand même, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je me dis, à un moment, il est grand temps qu'on puisse s'en saisir. Alors, parce que effectivement, ça peut engendrer des burn-out, ça peut engendrer des dépressions, ça peut engendrer des accidents du travail, ça peut engendrer plein de choses, une perte Une de baisse de productivité. productivité. Et, Voilà, mais ouais. oui, une perte de Mm, mm. productivité, c'est tellement méconnu que quand on vit un deuil, on a des troubles cognitifs avec des pertes de concentration énormes. Et moi, je le constate tout le temps et tous les gens me le relatent à chaque Ouais. fois. Mm, Et donc, forcément, comment voulez-vous qu'en emploi, on soit hyper productif au départ? C'est mm. compliqué. Donc, rien qu'avoir ces connaissances-là pour un employeur, pour un manager, pour un cadre, pour un responsable, ça va déjà permettre d'avoir une relation plus saine et avec son salarié. Et du coup, de comprendre que, OK, là, ben, on va peut-être pouvoir aménager, on va peut-être pouvoir être un peu plus souple, on va peut-être pouvoir, enfin, il y a plein de choses qui peuvent, des petites, hein, ça demande pas, en plus, ça demande pas non plus un coût économique énorme. Pas du tout, pas du tout, puisque c'est déjà une connaissance de ce que la personne va traverser et l'impact sur son lieu de travail et Ouais, l'impact sur son travail. ouais. Comment ça va l'impacter sur mon travail? Comment ça va faire? Et et pourquoi? Et au bout d'un an, quand il y a la date anniversaire, alors j'aime pas dire date Très anniversaire, mais compliqué, en mais même temps, quand il y a le décès, au bout d'un an, et ben forcément, un mois et demi, voire 2 mois avant, la personne, inconsciemment, ça va remuer, il va être beaucoup plus fragile, beaucoup plus vulnérable, à la fois émotionnellement, à la fois physiquement. Donc forcément. Donc avoir cette connaissance-là pour un employeur, pour un cadre, en se disant, ah tiens, ok, d'accord, donc là, monsieur va ou madame, ok, donc on va peut-être aller le voir pour lui demander s'il veut des congés, pour lui demander si on peut aménager. Enfin, ouais. c'est pas compliqué, en fait. C'est pas compliqué, à mon sens. Maintenant, moi, j'ai toujours espoir en l'être humain et en la nature humaine, et je me dis que on y arrivera petit à petit. Je lisais un article hier soir, enfin un dossier hier soir justement sur la façon dont les entreprises, les employeurs peuvent soutenir en fait un salarié en deuil. Il y a plein de petits aménagements effectivement qui sont possibles, ne serait-ce que donc par exemple, oui, noter dans l'agenda, dans le calendrier, quand la date anniversaire approche pour être plus attentif à la personne, etc. Oui, des petites choses, comme tu dis, en fait, c'est toutes des choses que j'ai lues, qui sont pas nécessairement, en fait, quand c'est pas fait, j'ose espérer que c'est plus souvent par ignorance, en fait, du processus, que ces employeurs-là ont sans doute connu à un moment dans leur vie, mais voilà, donc par ignorance que par pure tyrannie et demande de productivité et de performance. En tout Je pense cas, que c'est l'espoir vraiment est par permis. ignorance. Mmh. Oui, Mmh. c'est par ignorance. Et parce que, oui, c'est par ignorance. Et ils sont dans le développement, dans l'entreprise, ils sont là-dedans. Et ils sont pas du tout dans ce que peut vivre intérieurement le salarié, en fait. Des fois, ils se rappellent même plus que finalement, Ouais. ils ont perdu père, mère, enfant ou quoi que ce soit parce qu'ils sont dans le mouvement. Parce que c'est comme ça, ils avancent, que ça les concerne pas. Alors, les personnes qui sont un peu plus vigilants sont les personnes qui ont été impactées, Mmh. les personnes qui ont vécu et que ça les a profondément marquées. Donc Mmh. là, forcément, ils Mmh. vont aller être beaucoup plus vigilants, beaucoup plus bienveillants. Enfin, moi, je pense que c'est, oui, effectivement, une question d'ignorance de ce que la personne traverse. Et, Mmh. et que finalement, c'est par des petits gestes, des petites actions qui n'ont pas un coût énorme, qu'on va pouvoir soulager le salarié. Mmh. Ouais, ouais. Et quand tu parles d'ignorance, donc là, dans un domaine un tout petit, un aspect différent du deuil, au niveau de l'accompagnement. Tu disais qu'il y avait aussi beaucoup de choses à faire sur donc je ne saurais plus reprendre tes mots, mais en tout cas, que de savoir que qu'il y a des personnes ressources qui peuvent être mises à disposition, psychologues, accompagnants du deuil, etc., etc. Là aussi, je trouve qu'il y a une grande ignorance en fait des endeuillés qui ne savent pas. Bon, moi,
Mon papa est décédé, tout de suite, j'ai eu le réflexe, je vais aller voir la psychologue de la fac, quoi. Mais bon, j'ai pensé psychologue parce que, en fait, je savais même pas que accompagnant au deuil, ça existait. Tu vois? Et là aussi, il y a une information à faire pour que les gens qui sont justement les premiers concernés, les premiers dans le besoin, puissent euh, aller chercher ces ressources-là et ces aides. Alors, c'est un nouveau, enfin, c'est pas un métier reconnu, hein, accompagnant au Mm. deuil. Alors moi, je dis accompagnant et j'y tiens aussi. Je précise aussi. Et pourquoi je dis accompagnant et pas thérapeute, puisque le deuil n'est pas une maladie. Et donc, en fait, je n'accompagne pas une personne malade. Mm. Je ne suis pas là pour faire de la thérapie. Je ne suis pas un médecin. Donc, je trouve que la sémantique est importante aussi, et Oui. qu'on est dans l'accompagnement et qu'on accompagne sur un temps donné, sur le temps du chemin qui est nécessaire pour la personne, pour pouvoir l'accompagner, la soutenir, l'écouter, lui donner des ressources pour qu'elle puisse après avancer seule. Et voilà. Donc ça, je trouve que déjà, c'est important voilà. Moi, je me qualifie pas de thérapeute. En aucun cas, je fais de la thérapie Mm. et j'accompagne. Et je suis dans le soutien et dans l'écoute. Et donc, ce sont des métiers qui émergent. Il y a les doulas de fin de vie qui émergent, donc qui sont effectivement sur l'accompagnement de fin de vie, l'accompagnement du deuil. Mm. Ce ne sont pas des métiers répertoriés. Il n'y a pas d'études bien spécifiques. Ah si, Il pour y a les Tanadoula, il y a les une Tanadoula, ils ont certification une Tanadoula. certification, Je renvoie à effectivement. l'épisode 7 Ouais, du podcast où j'interviewe Stéphanie Da Silva qui est justement doula voilà. de deuil et de fin de vie. Mm. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a une Mm. certification, effectivement. Par contre, il n'y a rien de reconnu, il n'y a rien de tout ça. Donc, en fait, euh, je pense qu'à terme, il y aura peut-être quelque chose qui va émerger, qui va se mettre en place. On ne sait pas comment, pourquoi. En tout état de cause, moi, je me dis que quand je présente mon activité, quand je dis qui je suis et quelles sont mes formations, du coup, ça assoit une certaine légitimité, puisqu'effectivement, une assistante sociale, elle est formée à l'écoute et à la relation Mhm, d'aide. mhm. Du coup, alors à juste titre ou pas, je ne sais pas, je suis pas là pour juger. En tout cas, je sais que quand j'en parle avec des médecins, du coup, tout de suite, parce que moi j'ai beaucoup collaboré avec les médecins, Mais oui, mais les gens ont du coup, besoin des des gens ont diplômes, des besoin titres, des... Ouais. des titres, des choses comme ça. Moi, j'ai une profession réglementée, j'ai un numéro ADELI comme une infirmière, comme un médecin. Donc Mhm. voilà, je suis soumise à des règles, à une déontologie. J'ai une déontologie, j'ai un code. Donc effectivement, ça. Alors moi, ça me rassure, en fait aussi. Personnellement, ça me rassure. Euh, Ça me permet de me dire, OK, si à un moment là, tu es en difficulté, de toute manière, déjà, tu peux aller voir d'autres collègues, tu peux aller, bah, déjà, tu réorientes, voilà. Donc, je me dis que, et puis parce que, bah oui, j'ai eu cette formation, j'ai eu tout ça, donc, voilà. Après, avec la spécificité d'œil, moi, je dis toujours, c'est une continuité de mon métier, juste, auparavant, je travaillais dans le handicap, hein, donc, j'étais plus spécifiée dans le handicap. J'ai travaillé à l'hôpital psychiatrique, donc j'étais plus en psychiatrie. J'ai travaillé pour le personnel de la justice, donc j'ai accompagné le personnel de justice, vous voyez. Donc, on Oui. était plutôt sur donc des spécificités. Donc, du coup, là, moi, je me dis, bah, je suis spécialisée dans le deuil, quoi, en fait. Mm. Mais effectivement, ce sont des nouveaux métiers et où il faut, il me semble, on peut se former à la relation d'aide, on se forme, parce qu'il y a la formation, je pense qu'il est important aussi de la relation d'aide, c'est quoi une relation d'aide, c'est quoi une écoute active, c'est quoi le care, c'est quoi tout ça, hein, on est vraiment dans toute ce pan-là. On est dans le deuil à proprement parler, ce que c'est, comment, pourquoi. Et donc, tous ces nouveaux métiers qui émergent, donc il y en a qui sont coach du deuil, coach, alors, ouais, coach du deuil, Mm. Mm. c'est, je sais pas si on L'appellation peut est dire un peu coach, bizarre. Mm. je sais pas. Mm. Moi, pour moi, après, je respecte, chacun fait très bien, et après, je pense que c'est la personne qui va et qui va aller trouver ce qu'elle a envie de trouver, et si ça lui fait du bien ou pas, ben, c'est juste OK, en fait. Si voilà, si elle y trouve quelque chose, si elle avance, bah, c'est très bien. Après, il faut savoir réorienter quand nos limites Oui. sont atteintes. Mm. Il faut savoir réorienter. Il faut savoir dire, bah là, OK, moi, je peux plus. Donc, je réoriente. Il faut savoir le faire. Et puis, c'est tout. Après, on verra à l'avenir
je pense qu'il y aura une normalisation, il y aura peut-être quelque chose qui va se mettre en place en termes de métier Mm. qui n'est pas répertorié Mm. aujourd'hui, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, je ne sais pas. Voilà. À mon sens, il y a des bases, un socle, et puis voilà, il y a tout ce travail en fait, hein. Donc voilà, je Ouais. ne sais pas. Donc, pour toi, en fait, enfin, moi, j'ai fait la formation aussi Oui, d'accompagnement des endeuillés, de la pratique de l'écoute des endeuillés. Donc, je vois un petit peu comment ça peut se passer, une séance, etc. Mais pour les gens qui écoutent le podcast, est-ce que tu peux un petit peu illustrer qu'est-ce que c'est en fait quand on contacte une accompagnante au deuil, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment ça se passe? bah, écoute, alors moi déjà, je suis partie du principe que je fais toujours une séance découverte, entre guillemets, gratuite, où là, on va se découvrir avec la personne va m'expliquer pourquoi elle est là, qu'est-ce qui se passe, et moi, je vais lui expliquer ce que je peux lui apporter et comment je travaille. Mhm. Parce que je trouve que c'est important de déjà se rencontrer et de se dire et de savoir se dire autant pour la personne ou autant pour moi, là je peux pas ou là je peux. Voilà. Donc Et puis, il faut ça, qu'il y ait des affinités. C'est comme quand on choisit son psy, il faut aussi qu'il exactement. y ait quelque chose qui Il se y a un passe. feeling Mm, qui mm, passe et mm. puis il y a aussi ce que je peux apporter. Est-ce que c'est ce qu'ils recherchent ou pas? Oui. Mm, Est-ce que finalement c'est ça qu'ils recherchent ou pas? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Donc moi je lui explique vraiment que voilà, je vais être là pendant un temps avec eux. Je vais leur expliquer ce qu'ils traversent, pourquoi ils le traversent. Je vais leur donner des outils pour avancer. Et je leur dis toujours, le but, c'est pas que vous soyez dépendant de moi ou dépendant, c'est mm. que à un moment, vous puissiez vous envoler seul et vous puissiez avancer. Donc, effectivement, il y aura peut-être des fois des allers-retours et avec c'est douloureux, enfin voilà. Et je leur explique toujours aussi que je m'adapte à leurs besoins aussi. Alors, c'est pas facile non plus parce que, c'est-à-dire que je mets pas pour le moment, je mets pas 3 mois, 6 mois, 9 mois, je mets pas de temporalité d'accompagnement. Je leur dis pas, ben voilà, on part sur 3 mois, on part sur 6 mois, on part sur 9. Moi, je fiche pas dans le temps, en fait. Je fiche pas dans le temps et je leur dis toujours, je m'adapte. Donc, c'est-à-dire que à chaque fin de séance, on reprend une séance ensemble. Donc, moi, je vois s'ils veulent la semaine d'après, s'ils veulent la semaine. Enfin, voilà. En fait, c'est un peu eux qui vont Mm. mener l'accompagnement. Donc, force est de constater qu'au départ, on se voit toutes les semaines et puis qu'après, ben, on se voit un peu moins parce que du coup, on avance et ça va mieux et tant mieux. Oui, parce que c'est un Donc, rythme qui est c'est un totalement rythme sur mesure, en fait. Enfin, c'est. sur mesure. Donc Mm. moi, je m'adapte et je fais du sur mesure. Ouais. Contrairement à d'autres j'ai vu que d'autres collègues, eux, faisaient plutôt du 3 mois, 6 mois, 9 mois. Moi, j'avais fait le choix de l'adaptabilité et j'ai fait le choix de dire, voilà, par contre, je fonctionne effectivement avec soit 4 séances, soit 8, soit 12, parce que c'est un engagement aussi. C'est un engagement pour moi et c'est un engagement pour la personne de vouloir aussi travailler, d'être sur son chemin de deuil. Et ça se travaille. Moi, je dis toujours que c'est un travail et qu'à un moment, un travail, ben, c'est énergivore et il y a aussi un engagement, hein. Quand on est en travail, on signe un contrat. Donc, quand on vient, ben, c'est la même chose pour moi et Mhm. que on puisse travailler ensemble et le temps qu'ils auront besoin. Donc, je leur demande cet engagement de 4, 8 ou 12 séances. Ça, c'est clair. Je leur propose une disponibilité en dehors des séances, pour ma part. Donc, c'est-à-dire que moi, si on a fini la séance, ils peuvent me contacter. Je leur réponds du lundi au dimanche, par SMS, par mail. On s'appelle, quoi que ce soit, s'il y a un moment où on sent que ça va pas, s'il y a un moment où quoi que ce soit, parce que j'estime que c'est pas le temps où je vais être là avec eux. Ok, ça va être bien, mais ils vont être seuls pendant un certain temps et puis ben ils auront peut-être besoin que on puisse échanger, que je puisse être là pour les écouter, les rassurer, leur dire ok, c'est normal, c'est pas normal. Donc il y a aussi cette disponibilité que j'offre, donc et peut-être aussi qui me caractérise un peu par rapport à d'autres où quand on va chez moi j'ai aussi j'étais chez le psychologue, on a ta séance, on revient là, mais on peut pas le ou la contacter pour lui dire là, j'ai un petit souci, hein. Voilà. Donc c'est peut-être ça aussi. Et puis après, donc une fois que la personne se dit OK, j'ai envie d'avancer avec vous, donc on démarre. Et donc un accompagnement, moi j'explique déjà toujours. Alors moi j'ai été formée chez Chemin de Deuil, une formation du corps à l'être.
où on prend beaucoup l'aspect corporel et toute la dimension de l'être. Et donc, je leur explique déjà ce qu'ils traversent à travers une spirale, donc ce qui m'a été enseigné, entre guillemets, donc une spirale. Donc, moi, je parle d'une spirale du deuil, donc je leur explique ce qu'ils traversent, comment, pourquoi. Donc, déjà là, on sent que la personne, même physiquement, on sent que, waouh, on a déjà les épaules qui... On sent déjà physiquement qu'ils se disent, ah ouais, ok, donc c'est déjà, je suis déjà quand même assez normale dans ce que je vis. Ça rassure, hein. Donc, Ouais. ça rassure. Du coup, ça met, ça leur permet de, waouh, de se dire, c'est OK. Donc, je leur expliquais tout ça. Moi, je leur explique qu'il n'y a pas de temporalité. Je leur explique que cette spirale, certes, elle est, il y a des spires, mais qu'à tout moment, on peut peut-être être là, ou comme être là, qu'il n'y a pas de, je dois être là, je dois pas être là, voilà. Je déconstruis aussi peut-être cette fameuse courbe qui, pour moi, me parle pas, qui peuvent Mhm. parler pour certaines, Mhm. mais voilà, moi, ça me parle pas. Cette fameuse courbe avec ses 5 étapes, avec sachant que cette courbe a été quand même au départ un peu déviée, puisque c'est Ah oui, tu parles de... Ah oui, d'accord, oui, oui, Elisabeth oui, c'est Kubler-Ross le débat. qui a fait cette courbe, mais Oui, cette courbe au départ était plutôt pour les personnes en fin de en vie, fin de vie, oui, parce qu'elle bien sûr. travaillait avec les mourants. Et les Les cinq mourants, étapes elle du deuil, travaillait. c'est un peu de l'intégration de la mort qui De la arrive, en mort. fait. Ouais, De la mort qui arrive. Et oui. du coup, petit à petit, on l'a dévié et on l'a appliqué quand même au deuil, Mm. au changement, à tout ça. Oui. C'est quand même quelque... Bon, maintenant, j'ai lu encore un article dernièrement où effectivement, ça commence à être... on commence à se dire, bah, c'est pas Oui. forcément ça, en fait. Oui. Donc, j'essaye aussi de les rassurer là-dessus et de leur dire, c'est pas parce que ça fait 1 an et demi ou 2 ans que vous avez toujours des émotions que c'est pas normal, quoi. Mm. Parce que effectivement, les gens se disent, ouais, mais ça fait 1 an et demi, moi je comprends pas, je pleure toujours autant, je suis toujours en difficulté. Bah oui, et donc, déjà, vous vous autorisez à pleurer parce que déjà c'est compliqué, parce que les gens ne s'autorisent pas à pleurer ou ne veulent pas pleurer parce qu'on est dans une culture du plus fort et pas dans une culture émotionnelle Mm. au sein de notre société actuellement. Donc, j'ai rien que ça. Moi, je leur dis, ah ben, plus vous pleurez, plus je suis contente, hein. Donc, on rit toujours. Et je leur explique tout ça, donc, et après, je m'adapte à quand la personne arrive, comment elle est et ses besoins. Si la personne, elle arrive, elle est complètement, ça va pas du tout, je vais plutôt me centrer sur son corps qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être soulagé, où là, on va faire des petits exercices. Donc, je suis formée aussi à l'hypnose. Je me suis formée à l'hypnose pour avoir aussi une Mm. complémentarité dans mon accompagnement. C'est quel Donc, on type va faire d'hypnose, je peux te demander? alors, je suis formée à l'hypnose maïotique, moi. Donc, c'est-à-dire, Maïeutique. comme Socrate, aller faire accoucher les esprits, la maïotique. J'ai jamais entendu Et parler, donc, donc je note, je regarde, je ouais, recherche, ça ouais, ouais. m'intéresse toujours. Et j'ai été formée à Paris. Et en fait, Ok. alors, c'est un outil que j'utilise. Donc, je ne fais pas de séance d'hypnose en proprement parler, parce qu'on m'appelle pour me demander si on fait arrêt du tabac. Enfin, c'est pas du tout ça pour moi. Donc là, Ouais. moi, je vais, ouais, parce que Un souvent outil. les Oui. hypnothérapeutes, on les Mm. appelle pour de l'arrêt du tabac, pour Oui, la oui, prise de oui, oui. poids, Mm. voilà. Donc Mm. non, moi je dis en fait c'est un outil parmi tant d'autres que j'ai et que j'utilise quand on peut avancer avec la personne. Donc, eh ben, du coup, on va aller utiliser cette technique-là, où on va aller travailler ce sentiment de tristesse, où on va aller travailler ce sentiment de culpabilité, où on va simplement aller soulager ce corps qui va pas du tout et où ben, il faut aller faire des petits massages, des choses comme ça. Donc, je prends aussi la personne quand elle arrive, en fait, parce que c'est elle aussi qui fait la séance et l'accompagnement. Et c'est-à-dire que si je sens que là, elle a plutôt besoin de ça, une fois une personne est arrivée, on devait, voilà, et puis finalement, elle s'est allongée et on a fait une petite détente, une petite relaxation. Je lui ai expliqué des respirations, je lui ai expliqué comment on se détend, comment on fait, comment ci, comment ça. Et la séance, elle s'est déroulée que comme ça. Et à la fin, elle me dit, waouh, je suis bien. Bah, c'est juste, c'est OK. Ouais, ouais, ouais. C'est Mais OK. c'est une séance sur mesure, c'est l'espace et le moment pour soi, pour prendre soin de C'est soi, ça. pour. Mm. C'est ça, c'est une séance pour eux et chaque séance est différente et différente en fonction des personnes qui viennent. Donc moi, je sais ce vers quoi j'aimerais les amener, ce vers quoi ce que je dois leur apporter, leur faire comprendre. Ça, effectivement, mais après, j'adapte en fonction de la personne quand elle arrive, au moment où elle arrive et avec qui elle est, comme elle est, avec les émotions qu'elle a ou pas, avec la situation.
Et donc, si la séance là, je m'étais dit, on va aller travailler plutôt la spire des émotions, puis on va aller rentrer dans les émotions et on va aller faire mon petit mandala, on va aller faire quelque chose. Et puis, je me rends compte que finalement, on peut pas y accéder parce qu'elle est tellement courbaturée, enfin, ça va vraiment pas. Mm. Bah, je vais pas faire et puis je vais faire comme ça et je ferai autrement la prochaine fois. Mm. Mm. Le principal, c'est que ça lui a apporté un soulagement, une écoute et qu'elle puisse ressortir et que ça aille mieux. Maintenant, je mets un point d'honneur à ce qu'ils puissent comprendre ce qu'ils traversent et à ce qu'ils puissent prendre soin d'eux. Parce que Mm. souvent, quand on est endeuillé, on prend pas soin de soi, on n'est pas bienveillant envers soi. On souhaiterait être tout de suite la même qu'on était auparavant, seulement je Mm. leur explique que ça va être compliqué Mm. Mm. et qu'ils vont pas être forcément la même ou le même, et que ça va peut-être falloir faire parce que quand on dit deuil successif, hein, deuil annexe, les pertes annexes, c'est aussi sur soi. C'est-à-dire que moi souvent j'entends, mais moi, je me reconnais plus. J'ai Ouais. jamais fait ça. On me Mm. dit toujours, mais c'est pas moi. Moi, j'ai jamais fait ça. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi je peux pas être. Mais je lui dis, mais comment voulez-vous être comme auparavant? Vous venez de perdre votre mari, vous avez vécu 40 ans avec, c'est une perte soudaine. En plus, il y a les Mm. circonstances de la perte qui font aussi que des fois, c'est plus ou moins compliqué, hein, les circonstances, entre un accompagnement long suite à une maladie, entre une perte brutale, entre un Et accident, traumatique enfin, en plus. traumatique et les traumatismes qui vont avec, c'est Ouais. différent. Ouais, ouais, Donc, ouais. je leur explique que comment voulez-vous être comme auparavant avec la perte que vous venez de vivre, qui vous a constitué jusqu'à maintenant, cette perte de lien. Donc, tout ça, j'essaye de leur expliquer, de les accompagner, de leur dire que c'est OK et que malheureusement, il va peut-être falloir faire aussi le deuil de soi-même, le deuil de qui j'étais auparavant. Et Ah ça oui, parce que aussi, tu c'est cites le compliqué. deuil du conjoint, mais ça, c'est un deuil particulier où il y a un remaniement identitaire, parce que quelqu'un qui perd son conjoint peut dire j'ai perdu ma moitié, littéralement. Mm. Ou une personne qui perd son enfant va avoir l'impression d'être, pareil, amputée d'un morceau d'elle-même. Donc il faut se Mais il faut se reconstruire avec reconstituer. une... Ouais, ouais, ouais. Donc on est, en fait, plus jamais le même. On va devenir Ah ben non, nous différent. on dit toujours, nous on dit toujours, je le dis toujours, vous allez être semblables mais différents. Ouais, C'est semblable ouais, mais différent. Et ouais. c'est exactement ça. Et c'est exactement ça ce que j'explique, c'est exactement ce qui est dans cette spirale qu'on explique avec cette crise d'identité que l'on fait. Et comment je vais me reconstruire, comment je vais faire pour avancer, puisque effectivement, je me suis construite avec lui ou avec elle jusqu'à présent. Et là maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus l'autre, en fait. L'autre n'est plus, l'autre n'est pas là. Quelle place je vais avoir maintenant? Quelle place? Donc la maman qui a encore les enfants quand le papa part ou vice-versa, c'est quelle place je vais avoir au sein de la fratrie maintenant? Comment je vais faire? Donc au début, ben oui, ça va être dans le dedans parce qu'il y a l'administratif, parce que si les enfants sont petits, bah oui, il y a l'école, il y a, enfin voilà. Mais à un moment, c'est se re-questionner sur comment j'avance, quelle place j'ai, comment je me positionne. Donc, tout est Puis, valable pour ouais. Un deuil des toutes projets les personnes, d'avenir qui ont été faits aussi, complètement. qui ne peuvent plus C'est être. tous les deuils annexes, toutes Ouais, les pertes. ouais. C'est-à-dire que une perte, on va en avoir plein autour, en fait. Il va pas y en avoir que une. Il va y avoir plein de petites pertes, à la fois intérieures, à la fois extérieures, l'environnement, la famille, les soutiens. On pensait plutôt avoir le soutien d'un tel ou un tel, et puis finalement, on n'a pas le soutien, on a plutôt le soutien de X ou Y. La famille qui parfois explose parce que ben, chacun vit le deuil, chacun vit la perte à sa façon et en fonction du lien qui l'attache. Et du coup, l'autre ne comprend pas pourquoi il ou elle est comme ça. Donc, du coup, ça crée du conflit. En fait, personne ne respecte, on va dire, le sentiment que l'un ou l'autre a. Et du Mm. coup, ça fait des dégâts, je veux dire, Ouais. des fois. Et je dis toujours, mais soyez respectueux de ce. Et puis pareil, voilà. Qui c'est qui me disait la dernière fois, ah oui, mais moi, je comprends pas pourquoi il réagit comme ça, en parlant de son conjoint, donc la jeune fille qui était décédée. Et voilà, je veux dire, à un moment, chacun doit respecter le deuil de l'un ou de l'autre, enfin, de comment il réagit, en fait. Et ça aussi, c'est dur, parce Mm. qu'on voudrait que l'autre réagisse comme nous, ou l'autre ait cette réaction-là. Et du coup, bah non, on peut pas obliger l'un et l'autre à avoir cette réaction-là. On peut pas obliger l'un et l'autre à venir en soutenance, à venir là ou quoi.
parce que des fois, ils peuvent pas, parce qu'il y a aussi vos proches qui sont incapables parce qu'ils savent pas faire, ils savent pas comment faire, donc ils ont peur de mal faire. Donc plutôt, ils sont plutôt dans la fuite, ils sont plutôt voilà, dans la fuite en avant et on se dit non, moi je sais pas trop, donc je vais un peu me retirer et ça va aller. Et puis vous, bah vous avancez, et puis ça fait un an et demi, vous êtes quand même dedans. L'autre, et ben lui, il a avancé, il y pense plus. Donc vous allez le revoir, oui, bah il me parle même pas de mon mari, il me parle même pas de ma femme, il me parle même pas, alors que si, alors que ça. Donc il y a tellement de choses. La dernière fois, on me dit, oui, mais moi, quand ma femme était malade, on avait des super amis, ils sont jamais venus la voir, ils ont jamais été à la maison. Donc, il y avait une vraie rancœur, une vraie colère envers ses amis. Ben, je dis, oui, ok, j'entends. Je lui dis, mais peut-être déjà que vos amis déjà étaient gênés, ne savaient pas comment faire, ne savaient pas comment réagir face à votre épouse qui était malade. Et du coup, ils ont fait comme ils ont pu, au moment où ils ont pu le faire. Et en fait, on ne peut pas obliger l'autre à réagir comme on a envie qu'il Oui. réagisse. Et ça, c'est compliqué aussi. Donc, c'est vraiment tout ça. Et moi, je dis toujours, hein, le deuil est universel vers un chemin unique. Donc, l'accompagnement, il est unique. C'est-à-dire qu'il y a une universalité vers ce chemin. Effectivement, on le traversera tous, toutes les cultures, chez tout le monde. De toute manière, de façon innée, l'être humain et on va dire la psyché, on est formé, enfin on est constitué pour vivre ces pertes, hein, ça c'est clair. Et puis après, on va vers ce chemin unique, c'est-à-dire que nous, on est unique. La relation qu'on avait, le lien qu'on avait avec la personne, il était unique. C'était notre lien avec la personne que l'on a perdu, et il nous appartient entre guillemets, c'est-à-dire que c'était ce qui nous constituait l'un et l'autre, et que effectivement, quand on le perd, ben, comment je vais me réimpliquer, comment je vais refaire le puzzle de moi-même avec cette perte extérieure pour intérioriser tout ça. Et donc l'accompagnement, c'est la même chose. C'est unique aussi. Et ce qui est valable pour eux ne sera pas valable pour l'autre. Donc, j'essaye vraiment d'être, en fait, c'est être à l'écoute des besoins, avec quand même en fil conducteur, j'ai quand même en fil conducteur ce que je traverse, le deuil, travailler avec toutes ces spires, les accompagner vers tout ça et les accompagner vers une sérénité et un apaisement. Moi, je leur dis toujours, je vous vends pas du rêve, hein. Je suis désolée, mais parce que je pars, il y a toujours cette expression faire son deuil, la grande expression que tout le monde parle. Faire son deuil, ok, ça veut dire quoi? Alors moi, je leur dis, bah, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais je ne suis pas certaine qu'on puisse faire son deuil. J'ai dit, je pense qu'on va vivre et on va intégrer l'absence de l'autre. Hein, on va réaliser, on va intégrer l'absence et on va vivre avec cette absence et on va vivre avec ça et on aura des émotions plus ou moins fortes. On aura une certaine sérénité, un certain apaisement, mais ça ne veut pas dire que dans 5, 10 ou 15 ans ou 20 ans, la dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un qui avait perdu sa maman il y a 20 ans et elle me dit, il y a des moments, c'est tout aussi douloureux qu'il y a un an. Et c'est OK, c'est normal. Donc, je leur dis, ben, désolée de vous décevoir, mais en fait, vous allez cheminer avec tout au long de votre vie. Et c'est comme ça. Et faire son deuil, je trouve que c'est une grande phrase qui est assez compliquée pour moi, Oui, qui n'a oui. pas forcément de sens. Elle est très discutée, cette expression. Ouais. Alors, dans la formation que j'ai suivie, on en a parlé un tout petit peu de ça. Donc, le fait que, bon, par exemple, faire, c'est un petit peu comme cocher des cases, comme une to-do list, mais qu'il n'y a pas forcément de finalité. Voilà, donc c'est pas forcément faire. Est-ce qu'on peut dire peut-être traverser, cheminer dans un deuil? Mais la formatrice m'avait donné, et je sais plus à qui attribuer cette citation. C'est peut-être j'ai un doute, donc je vais pas dire de nom, mais un petit peu un changement de perspective par rapport à ça. C'était on ne fait pas son deuil, mais c'est le deuil qui nous fait. Oui, Parce c'est qu'en fait, c'est un l'expression que... processus automatique voilà, on traverse des émotions, on passe par des phases, etc. Malgré nous, c'est comme quand on est emporté par une rivière, mais qu'au final, c'est lui qui nous transforme. Là, j'ai cette image de rivière dans la tête, c'est la première fois que je l'ai. Et du coup, je vois, je te dis comme ça vient en fait. Là,
je vois un caillou qui du coup se retrouve, tu vois, trimballé, etc., et qui ressort poli en galet à la fin, qui est transformé, mais qui est aussi Mm. plus doux, plus Mm. voilà. Donc en fait, ce serait pas nous qui ferions quelque chose, mais le processus et le temps qui va nous faire autrement. Alors, ouais, je pense que c'est le processus, mais on y est acteur aussi. C'est-à-dire que soit on s'en saisit, soit on ne s'en saisit pas non plus, hein, puisque les gens qui choisissent d'être accompagnés, c'est que quelque part, ils veulent se saisir de ce qui se traverse Mmh. et de Mmh. donner du sens. Donc, effectivement, en fait, le deuil va nous traverser, va nous changer, va changer notre identité. Mais pourquoi? Parce qu'au départ, c'est une perte de lien d'attachement. C'est une perte de lien, donc de lien de qui on est aujourd'hui Oui. avec cette personne. Cette personne peut être mon mari, mon épouse, mon enfant, mon père, ma mère. Donc, je me suis construit, j'ai un chemin de vie. Sur mon chemin de vie, je m'étais imaginé plein de choses. Hein. Je construis mon petit chemin de vie, je m'imagine plein de choses. Moi, je dis toujours à mon père, je lui dis toujours, ouais, bon, allez, à 90 ans, je vais t'amener à l'EHPAD, t'auras Alzheimer, c'est très bien, on se quittera comme ça. C'était mon chemin de vie. Moi, je m'étais imaginé tout ça. Bah, patatrac, la maladie est arrivée et ça a fait ce choc et cette perturbation. Donc, en fait, ça vient perturber ton chemin de vie, ce pourquoi tu t'étais construite, comment tu avais imaginé. Et du coup, bah, cette rupture, cette cassure, va faire qu'effectivement, ça va forcément te transformer. Et ça va forcément transformer ton identité, qui tu es, comment tu vas avancer sans l'autre, sans cette relation. Donc oui, le deuil va te transformer, mais tu es aussi acteur parce que tu pourrais ne pas t'en... Si moi, je m'étais pas saisie de tout ça, Mmh. en fait, j'aurais rien transformé du tout. Et j'aurais continué à vivre, à faire, à aller prendre mon poste, j'aurais effectivement, de façon innée, ça se serait fait, hein, plus ou moins. Mais si je m'étais pas interrogée sur mon devenir, sur comment j'ai envie d'avancer maintenant, pourquoi, ben, j'aurais pas eu cette transformation, je pense. Donc, je pense qu'on est aussi acteur de tout ça. Il y a le deuil qui nous transforme, il y a nous aussi qui pouvons nous en saisir. Et Mmh. on a le choix, c'est-à-dire qu'on peut laisser faire. Moi, j'ai eu d'autres deuils hein, auparavant, et de façon innée, ça m'a transformée, mais sans forcément que je m'en rende compte. Hein, jusqu'un jour, on me dit, ah, depuis que tu as perdu ta marraine, t'es plus la même. Moi, je me dis, ah bon, ok, voilà, je ne savais pas trop. Et cette fameuse perte-là, où là, j'ai été vraiment beaucoup plus impactée, eh ben, je m'en suis saisie pour faire, on dit toujours une opportunité de croissance, nous, donc une opportunité Mmh. de croissance, une opportunité de grandir. Oui. Et donc, si je m'en étais pas saisie, en fait, j'aurais continué, j'aurais changé malgré moi, mais j'aurais pas été actrice de mon changement. Mmh. Et en fait, Mmh. c'est ça aussi que ça permet, c'est d'être acteur ou actrice de son changement. Et je trouve que c'est malgré la difficulté, je dis toujours à la personne, malgré la difficulté, c'est comme si on nous rebattait un peu les cartes. C'est comme si on nous donnait la possibilité de dire, bah voilà, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie d'avancer? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je souhaite? Moi, j'ai fait le constat. J'ai dit, maintenant, c'est terminé. Je ne vais plus travailler pour quelqu'un. C'est un constat. Mmh. C'est suite à cette perte, suite à ce deuil et à ce qu'on m'a renvoyé. Donc, il y a effectivement ce processus qui se fait, mais je pense, après, c'est ma façon de voir, qu'on est aussi acteur ou actrice de Mmh. ça. Et que, effectivement, quand on parle de travail, ben, il est bien là, le travail. Il est dans la dernière fois, une dame que j'accompagne, elle me dit, mais moi, j'en ai marre d'aller là, elle me dit de faire toujours tout pour les autres. Ben, je dis, il serait peut-être temps de se poser la question, de savoir, effectivement, là, maintenant, qu'est-ce que vous avez envie? Et de vous interroger. Donc là, c'est en ce sens aussi où je les accompagne, où je les aide à s'interroger. C'est-à-dire, et si elle n'avait pas eu ce deuil, elle se poserait pas la question, elle Oui, continuerait à, c'est ça, c'est ça. tu vois? Oui, ça Donc, va être un catalyseur ou révélateur, c'est un de une révélateur. opportunité de Une opportunité saisir de grandir, et une démêler. opportunité de Mmh. croissance. Mmh. Il y en a qui parlent du cadeau caché, mais c'est l'opportunité de Oui. croissance et l'opportunité de grandir. Et nous, dans notre spirale, quand on décrit notre spirale, il y a un moment où on fait une crise d'identité. Moi, je dis toujours, on fait la crise en deuil, on fait une crise d'identité. Et la crise Mmh. d'identité, c'est comment je vais avancer sans lui, sans l'autre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est le tout est possible. Hein. C'est là, c'est où qui aurait imaginé que ma sœur et moi, on aurait créé une pompe funèbre, qu'on aurait C'est créé ça. ça, Ouais. que je serais là. Enfin, c'est quand même Ouais, le point de départ, l'ancrage, il est quand même là. bien sûr. Donc c'est quand même Mmh. le tout est possible. Et donc c'est derrière la douleur, derrière la souffrance, c'est y mettre quelque chose de positif de cette souffrance en fait, puisque c'est quelque chose qui est douloureux. Et c'est y aller y mettre du positif dans cette souffrance et ça allait transformer cette souffrance. Ouais.
Et cette souffrance, elle nous accompagnera plus ou moins douloureusement, plus ou moins apaisée, sereine, où il y aura des pics, des choses. Et du coup, on aura transformé tout ça. Et je trouve que c'est important de pouvoir être acteur ou actrice, me semble-t-il. Donc le deuil nous fait, mais je pense que le deuil, si nous, on ne s'en saisit pas non plus de ce travail, de ce qui En fait, il nous offre cette opportunité. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il peut nous porter plus haut Il que peut ce nous qu'on aurait porter plus haut que pensé. ce Ouais, ouais. qu'on est. Voilà. Et moi, C'est difficile, on dit que c'est une nouvelle version. Moi, je suis toujours une nouvelle c'est ça. version et c'est OK. Ouais. Ah, ben, ah, merci parce que c'est exactement ce que je ressens, ce que j'ai déjà écrit, c'est exactement, enfin, moi je comprends parce que mon histoire, elle est du coup similaire à la tienne. C'est aussi le décès de mon papa qui, une fois qu'il a été traversé, a été sublimé. Alors c'est très compliqué. En fait, je pense pas qu'on puisse parler à une personne qui est en phase aiguë de son deuil, de cadeau caché et lui dire mais tu vas voir, c'est un cadeau, il va y avoir quelque chose de grand derrière. C'est quelque chose qu'ils peuvent pas vraiment entendre. Mais c'est vrai que quand on prend tout ce qui peut être offert, en fait, toute la réflexion que ça peut nourrir et ça peut amener, euh, ça peut amener très Absolument. loin. Mm. Et Ouais. par contre, je reviens sur ce que tu viens de dire en disant on ne peut pas le dire à quelqu'un qui est en phase aiguë. Ben, justement, moi, quand j'accompagne et quand on nous a appris, justement, il faut aller quand même lui dire que derrière tout ça, il y aura quelque chose. Alors, je leur dis toujours, moi, je dis, vous me prenez peut-être pour une... Je leur ai dit, hein, je le prends avec des mots un peu... Mm. Et je leur dis, voilà, je me permets de vous le dire, je vous le redirai à chaque fois. Et on verra en fin d'accompagnement si effectivement on est arrivé à cette opportunité, et à Mm. la fin, il y a une jeune femme qui dit, oh, mais Laetitia, je pensais pas, mais effectivement, vous avez raison. Elle me dit, voilà, la situation, perte d'une sœur, fratrie un peu, ouais, c'était un peu compliqué les Mm. liens, enfin, voilà, fin d'accompagnement. Elle me dit, bah ouais, elle me dit, j'ai compris. Elle me dit, en fait, à travers le décès de ma sœur, notre fratrie s'est reconstituée. Nous avons eu de nouveau des liens. Enfin, il y a des choses qui se sont faites. Et Mm. moi, elle va avancer au niveau professionnel. Donc, je l'ai quand même annoncé au C'est bien départ. qu'elle Je l'ait vu. commence. Donc, du Mm. coup, il faut quand même leur dire, parce que ça leur donne aussi un espoir, en fait. Mais c'est pas inentendable pour un parent Eh qu'on ben, dise mais c'est la pareil. Pour un mort de parent, votre enfant, en fait, alors c'est un c'est très cadeau caché. difficile. C'est C'est inentendable. pas comme ça qu'il faut le, mais complètement, parce qu'en plus, perte d'un enfant, c'est quand même difficile. C'est quelque Ouais, chose qui est compliqué, les circonstances de la perte de l'enfant. ouais. C'est comment je vais avancer avec les perspectives que j'avais avec mon enfant, avec le lien que j'avais avec mon enfant. Donc, effectivement, c'est compliqué à dire. On le dit différemment, on avance différemment. Mm. Euh, avec un enfant, avec la perte d'un enfant, c'est beaucoup plus long. C'est-à-dire que voilà, je veux dire, avec la perte d'un enfant, on est plutôt, j'aime pas dire des temporalités, mais on est plutôt sur 2, 3 ans où là, on commence seulement à, à comprendre, à Réellement. avancer. Donc Mm. vraiment, on est vraiment là et seulement après, on peut voir les choses. Mais après, il y a des parents qui transforment ça. On a vu plein de parents qui ont transformé tout Qui ça. Il y en a transforment, la qui font maman des qui associations, font des qui font des associations, préventions, des... qui font de la prévention sur le suicide, qui donnent du sens à ce qui leur est Ouais, c'est arrivé, ça. en fait, qui donnent du sens à la perte de leur enfant sans oublier leur enfant, Mm. avec la douleur que ça engendre. Effectivement, il faut être beaucoup plus prudent, mais il faut les accompagner là-dedans aussi. Et donc, il y a des parents qui le comprennent. Moi, j'ai une maman qui, oui, qui est dans la douleur, mais qui comprend et qui me dit, mais ma fille, elle n'est pas décédée pour rien. Donc, à Ouais, un moment, ouais. faudra que je fasse quelque chose de ça. Mm. J'ai rencontré une maman, ça fait 10 ans qu'elle a perdu son fils, et elle me dit toujours, moi, je culpabilise de ne pas avoir culpabilisé, Mhm. parce que son fils est mort par suicide, Mhm. et donc elle me dit, je culpabilise de ne pas avoir culpabilisé, parce qu'elle n'a pas culpabilisé du fait que son fils se soit suicidé, Mhm. voilà. Et en fait, du coup, elle me dit, mais en fait, je culpabilise parce que j'ai pas culpabilisé par rapport aux circonstances du décès. Vous voyez, c'est compliqué, hein? Et donc, cette Mm. maman est très sereine avec le décès de son enfant. Elle avance, elle est sur une nouvelle dynamique, on va travailler ensemble. Enfin, il y a plein de choses qui vont se faire. Euh, elle est petite, elle a des petits-enfants, voilà. Et ça n'empêche que
qu'elle a traversé quelque chose qui est inentendable, on va dire, Mm. hein. Ouais. Perdre un enfant, en plus dans des circonstances violentes comme celle-là. Et finalement, elle me dit, oui, elle est apaisée, elle est sereine, mais elle transforme, elle est en train d'écrire un livre, elle est en train de vouloir, là, elle me dit, je suis vraiment très calme maintenant, ça fait 10 ans, je suis beaucoup plus posée, je suis beaucoup plus, voilà. Donc, on va avancer, nos chemins se sont rencontrés, je pense que c'est pas pour rien. Euh, donc, on va avancer dans des projets ensemble. Et voilà. Et quand elle m'a dit ça, je me dis, bah, moi, ça me rassure aussi parce que c'est une maman qui a perdu un enfant très tôt et qui, quelque part, montre que oui, on peut quand même avancer et il y a quand même de l'espoir. Mm. 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 Parce que si on n'a pas d'espoir, c'est compliqué. Et que du coup, elle est bien là, elle est en vie, elle est vivante et elle montre que oui, elle peut quand même. Alors, elle a ses failles, bien évidemment, elle a des moments où là, il va y avoir les fêtes, où ça va être plus compliqué, Eh oui. Mm. certainement, bien Mm. évidemment. Mais quelque part, elle a des projets. Elle a des Mm. projets, elle avance, et c'est honorable et c'est beau. Donc, donc voilà, je trouve que ça conforte aussi dans l'idée que on peut vivre le pire, mais on peut quand même quelque part avoir une lumière, entre guillemets, et avancer et en faire effectivement, hein, regarder les parents de Grégory, c'est le marchand, Ouais, qui ont créé ouais, ouais. l'association La sur la mucoviscidose. Ouais, mucoviscidose. ouais, ouais. Et ok, et ils avancent et ils aident d'autres personnes et ça n'empêche qu'ils pensent à lui et qu'ils ont continué. Et Ouais. voilà, il y a des parents, il y a plein de parents qui, c'est, comment elle s'appelle, qui a fait le livre sur la consolation, qui a perdu deux de Ouais, ses enfants. ouais, ouais, ouais. Anne, Deux, deux petits pas sur le sable mouillé, c'est elle qui a écrit non, ça, je crois, non? Non? Pas euh, sûr. c'est Anne, je sais plus comment, qui a fait un livre sur la consolation. Euh, J'ai entendu parler de ce livre. Oui, non, et de elle toute a façon, je perdu pourrais pas te deux retrouver enfants. le nom. Ouais, Ouais, elle a ouais, ouais. perdu un enfant, je crois, d'une maladie, le deuxième d'un suicide, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an. Et du coup, elle montre que oui, c'est douloureux et qu'elle avance malgré la douleur, malgré tout ça, malgré tout ce qu'ils ont traversé. Mm. Ouais, ouais. Et ça Et, nous renvoie aussi à notre impuissance, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la toute-puissance face à la mort et qu'en fait, on ne décidera pas de qui va vivre, comment, pourquoi, même nos propres enfants. On voudrait toujours les protéger, on voudrait toujours éviter le pire pour tout le monde, pour tous nos proches et nos enfants, en l'occurrence, en tant que parents. Quand on apprend à nos enfants à faire du vélo, on voudrait qu'ils tombent pas et qu'ils ne créatinent pas, on est d'accord. oui, On ouais, ouais, aimerait le c'est ce qui protéger. nous arrive en ce moment là. La mienne, elle commence et je suis toujours en train. Faut pas qu'elle tombe, mais en fait, il faudrait jamais qu'elle tombe, il faudrait jamais qu'elle se fasse mal. Et en fait, c'est le propre de la vie. Ouais. C'est qu'à un moment, oui, elle va tomber et qu'à un Mm. moment, on n'aura pas de poids ou de pouvoir sur à quel moment il ou elle va mourir. Et quand je dis que ça, mais si on arrive à aussi intégrer ça, je trouve que ça nous permet aussi peut-être d'avancer différemment dans toutes nos pertes. C'est-à-dire que, ok, on sait que la vie, elle est belle, elle est faite de belles choses, et qu'à un moment, on va mourir. On ne sait pas quand, on espère le plus tard possible pour tout le monde. On espère, voilà, ne pas avoir à vivre toutes ces pertes. Et puis finalement, bah, on va en vivre, malgré nous. Et que si on se dit que de toute manière, on n'a pas de poids, on n'a pas de pouvoir, on n'est pas dans la toute-puissance, bah déjà, je trouve que ça nous apaise un peu. Et c'est pas comme une fatalité. Je dis pas que c'est une Mm. fatalité. Je dis que c'est le cycle aussi de la vie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est le cycle de la vie. Et on a souvent ignoré, on l'ignore maintenant, que, en fait, la mort fait partie de la vie. Et on l'ignore parce qu'on a beaucoup. Alors, auparavant, on ne cachait pas, parce que il y a longtemps, quand on étudie les rites ou ce qui se passait auparavant, en fait, dans les petits villages, souvent, quand on perdait un enfant, quand on perdait un conjoint, tout ça, on mettait un brassard noir. Je sais pas si tu te souviens, Oui, en oui. fait, les Mm. gens mettaient un brassard noir et du coup, ça Ou mm. montrait qu'il y avait eu une perte et il y avait toute la communauté qui venait soutenir la famille. Donc, en apportant un gâteau, en apportant un soutien logistique, administratif. Chacun venait pendant plus d'1 an, tout ça, à accompagner la famille qui avait eu une perte.
Et puis, quand on a commencé à mourir de plus en plus à l'hôpital, hein, à institutionnaliser tout ça, donc ce qui est très bien, puisque quand même, on a fait des progrès au niveau de la médecine, en fait, ça a commencé à se déliter et à se cacher, puisqu'on mourait de plus en plus à l'hôpital. Donc, du coup, on ne veillait plus nos morts à domicile. Moi, où je suis aujourd'hui, bah, derrière moi, tiens, il y avait mon grand-père, parce que moi, j'ai repris la maison de mes parents en plus, donc maintenant, il y a bientôt 1 an. Et en fait, je me rappelle, j'avais 13 ans, mon grand-père veillait ici, et tout le monde était là, et il était à domicile. Donc, et c'est pas quelque chose qui m'a traumatisée. Et en fait, on a éloigné, ce soit tout le monde, ou même nos enfants, on a éloigné de tout ça, de la possibilité de mourir, en fait. La possibilité que la mort était là. Et du coup, c'est ça aussi qui est fait que c'est violent. Parce que les gens se croient immortels. Oui. Donc, c'est tout ce cheminement-là qui a fait qu'à un moment, en fait, on a perdu un peu le sens de la vie avec le fait qu'on ne puisse pas imaginer qu'on allait mourir. La mort est Parce qu'en fait, les devenue progrès de la invisible, est médecine. devenue cachée, en Mais fait. oui, Ouais. Au lieu de faire tu partie vois, des foyers. C'est ça vrai. fait partie du Mm. foyer. Et je vois là, à la pompe funèbre, par exemple, sur toutes les familles qu'on a accompagnées, j'en ai accompagné une à domicile qui a voulu garder son défunt à domicile. Mais j'ai trouvé ça, mais d'une beauté. C'était un souvenir, mais c'était tellement beau, tellement chaleureux, tellement Mm. humain. De savoir que papy était là, qu'il y avait les enfants, les petits-enfants, il y avait tout le monde. Le soir, elle me dit, oh, bah, vous savez, on joue aux cartes. Bah, je dis, c'est OK, il aimait bien jouer aux cartes, on joue aux cartes à côté de lui, Mm. et OK. Et c'est OK, mais c'était beau, moi, Mm. je me suis dit, mais finalement, c'est beau, parce que, bah oui, ça veut pas dire qu'on va ramener la mort chez soi, ça va pas dire que il va venir vous hanter ou quoi que ce soit. C'est tellement beaucoup plus intimiste. C'était dans son lieu, c'était dans sa Mm. maison, mais voilà, quoi, j'ai trouvé ça vraiment très beau, malgré la douleur, malgré la souffrance. Donc, en fait, on a éloigné Mm. on a éloigné tout le monde, on a éloigné chaque être humain, chaque enfant, parce qu'un enfant, la mort, ça lui fait très peur. Quand il n'y a pas été confronté très tôt, ben, du coup, il a l'impression qu'on va pas mourir et que quand ça arrive, c'est très violent pour un enfant maintenant. Moi, j'ai été confrontée très tôt, donc du coup, je dis toujours, c'est ma compagne de vie, hein. Moi, depuis très très longtemps, j'ai perdu mon frère, j'avais 3 ans, j'ai perdu mon grand-père, enfin, voilà, je veux dire, moi, la Mm. mort, elle m'accompagne tous les 2 ou 3 ans. J'ai perdu des êtres chers de ma famille tout le temps. Mon grand-père, quand j'avais 13 ans, là, qui était ici, je me rappelle même l'avoir habillé, finalement. Sans le savoir, j'avais déjà peut-être des prédispositions. Ma grand-mère qui me dit, allez hop, tu viens, on va lui mettre les chaussettes. Oui, d'accord, ok, j'arrive. Et en fait, voilà, 18 ans, ma tante, 20 ans, enfin, j'ai toujours eu des Mm. pertes successives. On a perdu beaucoup de personnes. Et je me rends compte que mon mari, qui a perdu très peu de personnes, avait plus, quand il a perdu son papa, et ben, c'était beaucoup plus compliqué parce que lui, il n'avait perdu personne, en fait. Il n'y avait Oui, personne qui était oui, décédé oui. autour de lui. Et du coup, ben, quand on est confronté, ben, c'est différent. Et là, on cache tout. Donc, on meurt à l'hôpital. On meurt plus à la maison, on n'accompagne plus à la maison. Pourquoi les gens sont isolés maintenant? Parce que déjà, on n'ose pas aller venir les voir, on le voit pas, on va dans une chambre funéraire, oui, c'est très bien, ok. Et après, on vient plus voir la personne. Enfin, tu vois, il y a aussi tout cet isolement qui a fait que les gens se retrouvent seuls, enfin, au décès. Donc, réhabiliter tout ça, réhabiliter en fait la mort, c'est être dans la vie, hein, pour moi. Et puis alors, il y a énormément de choses dans tout ce que tu as dit. On pourrait, je pense, encore parler pendant des heures parce qu'il y a, il y a plein de petits fils sur lesquels j'aimerais tirer et développer. Mais c'est déjà... alors déjà, je notais, parce que tu commençais à parler un petit peu de la place de la mort à travers les âges que tu as évoqué très brièvement, mais en fait, c'est évidemment beaucoup plus large. Et à Philippe Ariès, je mettrai dans la description de l'épisode, qui a écrit des ouvrages sur ça. Je me rappelle plus, L'homme et la mort ou quelque chose comme ça. Euh, et ce qui permet de comprendre aussi comment, avec l'évolution de la société, la place de la mort a évolué. Et ça, je pense que ça serait bien aussi que je note de trouver quelqu'un qui voudrait intervenir sur le podcast pour parler, voilà, du côté, voilà, historique et anthropologique. Ça serait très intéressant. Oui, c'est vrai. Euh,
Et puis, sur ce qu'on a dit, qui est à la fois beaucoup et très peu par rapport à tout ce qui pourrait être dit, franchement, je voudrais te remercier pour avoir pu clarifier. Je pense que c'est très très important pour les personnes qui vont nous écouter d'avoir clarifié ce que c'est un petit peu le deuil, c'est-à-dire à la fois universel et tellement complètement unique à chaque personne, chaque situation, euh, parce que le rythme, parce que la relation avec la personne, donc que c'est du sur-mesure, d'avoir clarifié aussi ce qui se passe un petit peu dans une démarche d'accompagnement du deuil, d'avoir aussi parlé de tout ce qui manque encore, qui pourrait être mis en place. Alors là, on en a parlé un petit peu plus dans le cadre professionnel. Et puis aussi de la libération de la parole et du devoir de prévention, etc., par rapport à tous les projets que tu développes et la conférence théâtrale. Je trouve que c'est super ce que tu fais. Euh, C'était une conversation très importante, j'espère qu'il va apaiser et normaliser un petit peu ce que les personnes endeuillées peuvent ressentir et vivre. Donc je te remercie pour ça. Merci à toi de m'avoir donné la parole. J'espère pouvoir effectivement apporter un peu d'espoir et d'apaisement aux personnes et qui, moi, ce que je trouve que c'est important, c'est qu'ils soient bienveillants envers eux-mêmes, qu'ils se Mm. pardonnent surtout, parce que je me rends compte que les gens sont pas du tout bienveillants envers eux-mêmes, euh, ne prennent pas le temps pour eux, et du coup, c'est très important qu'ils prennent le temps. Ils ont le temps, il n'y a pas de durée, qu'ils se pardonnent pour ce qu'ils pensent être responsables, alors qu'ils sont responsables de rien. Et vraiment, soyez bienveillants envers vous-même. Prenez soin. Et quand on dit prendre soin de soi, c'est prendre soin de soi corporellement, mais c'est aussi Mhm. faire des choix. Et c'est ça Mm. aussi que le deuil nous envoie. Et c'est que s'écouter, en fait, savoir s'écouter, écouter ses besoins. Et c'est très important. J'aimerais bien que, ouais, ils puissent comprendre que, puissent s'écouter, écouter leurs besoins et que derrière toute souffrance, derrière quelque chose de difficile, de douloureux, hein, tu m'aurais vu il y a 5 ans, c'est pas Ouais, possible que je puisse être là en face de toi. ouais, ouais. J'ai complètement sombré, hein. Voilà, j'étais vraiment au plus mal. Et finalement, je suis là avec le sourire, avec l'envie d'avancer, avec avec des projets, avec effectivement mon père m'accompagne tous les jours, mon père est là tout le temps, j'y pense tout le temps. Et je crois pas qu'il y ait un temps où tu t'arrêtes d'y penser. Enfin, ça, c'est vraiment une Mhm. question qui Mhm. m'interpelle. Je me dis qu'il n'y a pas un moment où il n'y a pas une journée où tu n'y penses pas, et même si ça fait 5, 8, 10, 15 ou 20 ans, parce qu'il y aura toujours une circonstance, une situation, il y aura toujours quelque chose qui te fera penser à la personne que tu as perdue. Donc, et malgré tout ça, on peut avancer, et donc du coup, ce message d'espoir de, oui, on va être très mal, oui, ça va être très difficile, mais quelque part, on va avancer, on va y arriver, quoi. Et on y arrive si on prend soin de soi et si on se pardonne et si on est bienveillant envers soi. Ouais, très C'est, important. c'est très Ouais. important de se dire c'est OK, quoi. Et ce que j'étais auparavant, moi, je ne le suis plus et c'est pas grave. Mm, mm, mm. C'est ça qui est Très, important. très important message de fin, d'être bienveillant envers soi-même et s'écouter et respecter son rythme. Et surtout, je J'ai rajouterais besoin. aussi et parce qu'il faut pas faire l'amalgame, bon, faire son deuil, on va utiliser cette expression-là, hein, à le défaut de mieux, c'est pas oublier la personne, parce qu'il y a des gens qui veulent s'accrocher à leur tristesse en se disant, mais parce que si j'ai plus Oui. ça, ça veut dire que j'ai oublié la personne. Non, Donc, pas du tout. On n'oublie mm, jamais la personne. Et justement, c'est une des caractéristiques du deuil, du travail de mémoire, c'est qu'on n'oubliera jamais la personne. On ne peut pas oublier la personne à partir du moment où c'est une personne qui nous a constitués, qui a fait qu'on est là aujourd'hui. eh Donc oui, ce lien-là et ce lien d'amour, personne ne nous l'enlèvera. Donc il ouais, est toujours là. Donc on ne l'oubliera pas et il sera intériorisé, ce lien d'amour. Donc il nous appartient. Et donc ça, c'est important, effectivement, de dire que c'est pas parce que on aura avancé qu'on sera plus sereine ou plus serein qu'on aura oublié. On n'oublie pas, ouais, mais on avance avec ouais, l'absence ouais, ouais. et avec le lien qui est différent, le lien d'amour qui est toujours là. Et si vous sentez que vous êtes
si vous vous sentez seul, si vous sentez que vous avez besoin de parler, d'être accompagné, faites-vous accompagner justement. Il Oui, y a des gens c'est qui ça. sont là pour ça. Il y a des gens qui sont Mm, là pour ça. mm, Voilà. On peut vous accompagner de mm. différentes façons. Voilà. Moi, effectivement, j'accompagne aussi en distanciel. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Et donc, du coup, ne pas hésiter à toquer à la porte et ne pas avoir honte, surtout. Ouais, Parce c'est qu'il y ça. a aussi une question de Oui, honte et de se dire, mais non, je peux pas, ou quoi que ce soit, je suis pas normale, donc il faut que mm, j'avance. mm, Donc mm, non, il n'y a pas de honte. Et à un moment, c'est justement, c'est bénéfique et c'est honorable et c'est courageux. En fait, mm, c'est avoir du courage aussi. Moi, je leur dis toujours, quand ils viennent, je leur dis, ben, je suis contente que vous soyez là parce que vous avez osé et vous avez eu le mm. courage. Et j'ai eu beaucoup d'hommes et j'ai été très surprise d'avoir eu des hommes. J'ai beaucoup d'hommes qui viennent et je leur dis, mais bravo, bravo à vous. Vous pouvez déjà vous féliciter parce que vous vous êtes écoutés et vous avez envie et c'est waouh, vous bravez déjà tellement Ouais. de préconçus dans la société. Donc c'est courageux et il faut oser aussi Vous venir. mettez vos billes en place pour aller Ouais, mieux. On aller parle de mieux. Et démarche c'est très active. courageux. Ouais, ouais, Je veux ouais. dire, on peut pas leur dire que c'est pas courageux et Mm, d'aller se confronter et d'affronter tout ça. ouais. Euh, donc oui, c'est voilà, faut pas avoir peur et c'est sur un temps donné et que quand on et le but c'est que voilà, ils soient pas dépendants de ces accompagnements et qu'il peut y en avoir sous toutes les formes, de l'individuel, du collectif. On peut faire du carnet de deuil, on peut faire des journées. Moi, je fais des journées pour prendre soin de son corps après un deuil. Je fais des week-ends carnet de deuil. Enfin, il y a plein de modalités. Plein de choses. Il y a plein de choses Il y a qui plein de existent. modalités. Ouais, Ouais. c'est ça. Rapprochez-vous auprès d'associations ou d'accompagnants ou Il y a même plein du de... médecin s'il y a une urgence ou il y a Oui, le toujours quelqu'un médecin. qui peut, Il y a toujours qui peut quelqu'un qui peut être diriger. là, mais ne restez pas seul, en fait, face Ouais. à tout ça, ne restez pas seul. Et que souvent, une tierce personne ou des extérieurs sont beaucoup plus amènes. Et Oui, la famille, c'est plutôt compliqué des fois. Hein. Voilà, et oui, oui, oui. Oui. Pour savoir pas parler. raviver les plaies de Ouais, c'est l'un ça. ou être un fardeau pour l'autre en s'épanchant pour la énième fois, mais parce qu'on en a besoin. Donc, c'est pas les personnes les Complètement. plus proches qui sont les plus euh, à même de pouvoir aider et porter ça. Donc, Oui, c'est pas les personnes ressources au départ, puisque eux aussi, ils ont à faire face mm, à tout ça. Et du coup, chacun est dans son intime, dans ce qu'il vit intérieurement. Et du coup, avoir une tierce personne qui a un regard autre, ou des assos, ou des... Enfin, il y a beaucoup maintenant qui commencent... Il faut oser. En fait, c'est oser et avoir le courage. Et ça, c'est aussi avoir le courage de braver aussi tout ce que la société nous renvoie puisque la société nous renvoie qu'on doit être plus beau, plus fort et qu'on ne doit pas montrer nos vulnérabilités. Donc du coup, c'est oser braver aussi tout ça. Et c'est très compliqué parce mm. que ben, dans un contexte comme on est aujourd'hui en 2023, où on est dans la performance, on n'est pas dans l'intelligence émotionnelle. Hein. Et Donc, l'immédiateté aussi. Oui. et voilà. Mm. Donc mardi soir, j'étais à une conférence sur l'intelligence émotionnelle et il terminait par I am possible. Donc moi je lui dis bah oui, tout est possible. Donc oui, tout est possible et on peut avancer malgré une souffrance et une perte qu'on traverse. Merci beaucoup. Ça fait Ben, beaucoup de mots de la merci. fin, mais ils sont tous Ouais, ça aussi fait beaucoup importants les uns parce que les que autres. Donc, oui, prenez tout ça à la fin, réécoutez il y a besoin. c'est ça. Il y a des pépites de Écoutez-vous et sagesse là. voilà. Ouais, c'est ça. Écoutez-vous, prenez soin de vous, bienveillant et pardonnez-vous et ça Ouais. c'est primordial quoi. Et il y a que soi qui sait ce qui est bon pour soi, Mm. pas, pas les autres en fait. Voilà. Merci beaucoup, Merci Laetitia. beaucoup. Deuil et spiritualité est produit par moi-même, y compris la musique jouée au handpan. Pour me suivre ou me contacter, rendez-vous sur mon site jessicatricno.com. Vous trouverez le lien dans la description.